Madame, Monsieur, bonsoir. Il est à 23 heures. Les bureaux de vote ont fermé depuis 4 heures maintenant. Nous sommes le 8 septembre 2021, jour unique dans l'histoire de la démocratie marocaine. Pour la première fois, 3 scrutins électoraux se sont tenus le même jour. Les élections communales pour le renouvellement des 678 sièges, les régionales destinées aux 12 régions que compte le Royaume, mais les élections les plus cruciales sont sans doute celles législatives qui permettront de constituer le prochain gouvernement. Un gouvernement qui sera dirigé par le parti qui arrivera en tête, comme le stipule la Constitution de 2011 dans son article 47. Une formation appelée à mettre en œuvre le nouveau modèle de développement, mais surtout à tenir les promesses électorales. Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans son discours à l'occasion de la Révolution du roi et du peuple le 20 août dernier, a précisé que ces élections, 5e depuis l'accession au trône du souverain, ne sont pas une fin en soi. Car ce gouvernement est appelé à être fort pour défendre les intérêts suprêmes du royaume, mais aussi car aujourd'hui les Marocains ont des attentes, des aspirations de progrès social et intrinsèquement économique. Ces élections sont inédites à plus d'un titre puisque le calendrier électoral a été maintenu malgré le contexte de pandémie et au terme d'une campagne atypique à cause des restrictions sanitaires poussant les partis politiques à réorienter leur campagne vers les réseaux sociaux. Et qui constituera ce nouveau gouvernement ? Comment se profile cette prochaine législature ? Sous quelle forme se dessine la majorité gouvernementale et l'opposition ? Eh bien, nous attendons tous bien sûr ces premiers résultats et dans cette soirée, nous vous tiendrons informés dès leur annonce par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit. Nous commenterons aussi ces scrutins en compagnie de nos envoyés spéciaux, mais aussi de nos analystes présents avec nous ce soir via Skype, que j'accueille depuis d'abord Casablanca. Hamid Faridi, expert en communication politique et institutionnelle, fondateur de Diapason 360. Depuis Harhora, Issa Issaoui, analyste politique et économique. Et depuis Casablanca, professeur Mohamed Raj, analyste économique et fiscaliste. Alors avant d'accueillir nos invités, quelques chiffres pour commencer au sujet de ces élections. Près de 18 millions de Marocains officiellement inscrits sur les listes électorales, soit 2 millions de plus que lors des dernières législatives en 2016. La majorité des nouveaux inscrits ont entre 18 et 24 ans. Ils constituent en effet 8% des nouveaux électeurs. Cela a-t-il un impact sur le taux de participation ? Car ce n'est un secret pour personne, beaucoup d'études l'ont démontré d'ailleurs. Les jeunes Marocains manquent de confiance vis-à-vis des partis politiques et des institutions politiques de manière générale. Qu'en est-il des autres catégories ? Alors, les faits sont là. Un taux de participation qui a atteint 50%, la moitié des inscrits ont voté, du jamais vu depuis 2002. C'est la première fois depuis l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À titre comparatif, par exemple, par rapport aux législatives de 2016, eh bien, ce taux était à peine de 43%, soit donc 7% de moins par rapport à ce taux enregistré pour ces élections. Comment les choses ont-elles donc évolué depuis 2016 ? Quel est l'impact de la tenue simultanée des élections communales sur le taux de participation globale ? Et je commencerai par un commentaire. Hamid Faridi, expert en communication politique. Très conscient ce soir que nous sommes en train de vivre un événement inédit. D'abord le contexte de la pandémie, évidemment, mais également l'ampleur de toute cette organisation événementielle qui fait que nous avons pu voter pour les communales, les régionales et les législatives le même jour. Je suis très heureux d'être sur Média TV ce soir, de voir des gens que j'apprécie beaucoup dans la vie, Sia Issaoui en particulier parce que c'est notre professeur à nous tous. Et je me demande si ce soir nous ne sommes pas tout simplement en train de vivre un turning point, une pierre angulaire dans le processus démocratique, parce que, qu'on le veuille ou pas, nous avons réussi à organiser des élections, à faire participer les gens, à ce qu'il y ait une vraie campagne. Au début, j'avais beaucoup d'inquiétudes sur la campagne. Y aura-t-il une vraie campagne vu le contexte des restrictions ? Mais non, il y a eu une campagne, il y a eu un débat, il y a eu un vrai challenge et on a aujourd'hui les premiers résultats. Donc oui, nous sommes très contents.
Très bien. Peut-être une réaction. Vous avez évoqué Idriss Issaoui qui est avec nous ce soir. Bonsoir Idriss Issaoui. Alors peut-être un commentaire par rapport à ce taux inédit, historique en tout cas, depuis 2002, depuis près de 2 décennies, 50%, 50,18% des inscrits ont donc voté. Quelle est la symbolique de ce taux de participation et surtout comment le fait d'organiser un triple scrutin en incluant surtout les communales a joué en faveur de ce taux de 50,18% enregistré ce soir? Vous savez, ce taux de 50,18% à la fin, à la clôture des votes, est un chiffre qui est à prendre en considération dans quelle mesure? Parce que nous avons des partis politiques, par exemple, il y a un certain, je ne vais pas nommer parti par parti, il y a ceux qui sont, ça fait 5 ans, qui sont en train de se préparer, qui ont ramené des jeunes, qui ont des programmes, et même quand on s'intéresse à leur manière de voir les choses, on trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes et qui méritent justement qu'on accorde de l'importance. Aujourd'hui, nous avons 3 scrutins en même temps. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les Marocains, c'est comme si on avait changé de type de scrutin. On est dans un système où l'on vote pour la société politique, celle qui aura la responsabilité de gérer les affaires de l'État, que ce soit au niveau des collectivités locales, au niveau des régions ou au niveau national. Je pense qu'il faut faire attention à cela parce que nous n'oublions pas, depuis un moment, les jeunes ont toujours dit la politique, ça ne nous intéresse pas. Les politiques ne nous intéressent pas. Mais il y a eu quand même, je pense, il y a un effort qui a été rétribué pour ceux qui ont essayé de mobiliser des gens à droite, à gauche, etc. Donc on verra, comme vous l'avez dit, les résultats exacts de qui a eu disons, la première place, qui a eu la deuxième, etc. Ça, on le verra par la suite. Absolument. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez cette question des jeunes. Je le disais un peu plus tôt, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les jeunes, finalement, ne participent pas directement à l'action politique. Mais il est clair qu'aujourd'hui, peut-être que le fait que la campagne électorale était principalement digitale et que cela a fait participer les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de participation au débat virtuel pour le moins de ces jeunes. Hamid Falidi, pensez-vous, en tant qu'expert politique et de communication également, pensez-vous que le fait que cette campagne digitale a aidé à drainer davantage de jeunes pour participer à ces élections? Et bien sûr, nous ne connaissons pas encore le taux exact, n'est-ce pas, de la participation des jeunes, mais cela étant dit, est-ce que vous pensez que le fait de parler finalement leur langage digital a fait que les jeunes s'intéressent plus à ces élections? Évidemment, il y a l'aspect digital, parce que c'est un canal qui est plébiscité par les jeunes. Les jeunes, surtout les 18-24 ans, ne regardent plus vraiment la télévision, sauf les programmes qui les intéressent. Maintenant, il y a aussi ce qui s'est passé avant les élections, à savoir la pandémie, la crise sanitaire, le confinement, rester chez soi, communiquer à travers des écrans et surtout analyser, interpréter les décisions des pouvoirs publics. Dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a le droit encore de sortir dans la rue ou pas, la rentrée scolaire, pas la rentrée scolaire. Ceci a ramené le fait politique au sein même de la société des jeunes. Le fait politique, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à ce que décide un gouvernement, à ce que décide un ministre. Et les jeunes, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi sensibilisés à l'importance de la politique dans leur vie quotidienne qu'aujourd'hui. Et de ce fait, campagne digitale majoritairement, action en faveur des jeunes de certains partis, comme l'a souligné Idriss Issaoui, contexte de la pandémie, avec cette envie quand même de comprendre pourquoi il y a des restrictions, qui prend les décisions et tout, donc de prise de conscience du rôle du politique dans la vie des familles et des jeunes en particulier, ont fait qu'il y a eu plus de jeunes qui sont intéressés. On verra les chiffres avec plus de détails demain et après-demain, mais je pense que la participation des jeunes a bénéficié de tout cela.
Très bien, puisque restons, n'est-ce pas, dans ce taux de participation et intéressons-nous aux régions, et nous restons également à Casablanca, et nous partons du côté de Mohamed Rach, professeur justement d'économie. Alors, est-ce que cela implique aussi, comme le disait à l'instant Hamid Faridi, que aujourd'hui on s'intéresse à la chose politique à cause d'impact économique de la pandémie ou autre d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que justement cet élément économique a joué en faveur de l'incitation de l'électeur marocain à aller voter? Oui, je pense que c'est un des éléments qui peuvent expliquer l'arrivée des jeunes, cette fois-ci au niveau des urnes, pour y mettre un bulletin. Vous avez un ensemble de jeunes qui avaient pris le courage d'aller s'inscrire. Vous avez autour de 3 millions de nouveaux inscrits par rapport à l'année 2016, dont une forte proportion constituée par des jeunes. Deux, vous avez bien sûr la pandémie Corona avec toutes ses conséquences, à la fois sur le plan économique, social, culturel, santé, ainsi de suite. Ces jeunes, je pense, ont commencé à s'inquiéter pour leur devenir. Et leur devenir ne peut être assuré que par une participation à la vie publique et à la vie politique. Donc, il faut attendre les résultats définitifs pour connaître le pourcentage exact de ces jeunes qui ont pris part à ces scrutins, ou bien à ces 3 scrutins, pour porter un jugement plus ou moins définitif. Puis, il y a le deuxième élément, je l'ai constaté moi-même à travers certains réseaux sociaux, à travers des réseaux, vous avez beaucoup de jeunes inscrits dans les instituts et les écoles supérieures au Maroc, qui avaient mené toute une campagne il y a quelques mois pour s'inscrire sur les listes et pour prendre part au scrutin. Il y avait même certains slogans invitant les jeunes à participer massivement aux élections pour barrer la route ou bien pour sanctionner toute une politique qui a été menée. Donc en fait, ce que vous dites, professeur Raj, c'est que nous ne sommes plus dans une attitude d'abstention pour justement manifester son mécontentement par rapport à des politiques publiques passées, mais on appelle à voter pour changer les choses, et notamment sur les réseaux sociaux. Oui. J'y crois fermement. Il y a des jeunes, et je pense à un groupe d'étudiants de l'ISCA et de l'ESG Stat avec qui j'ai beaucoup échangé. Il y avait un leitmotiv simple, c'est de participer activement à la vie politique. Très bien. Ça, on va au niveau de leur devenir. Parce que tout simplement, ils ont été déçus, ou bien leurs prédécesseurs ont été déçus sur le plan social, parce qu'ils n'arrivaient plus à accéder au monde du travail et au monde, bien sûr, de l'économie. Et pour pouvoir avoir plus de chances de réussite, une fois bien sûr les études terminées, c'est d'accéder au monde du travail. Et on a constaté bien sûr avec coronavirus, on a perdu des millions, des centaines de milliers de postes de travail. Bien sûr, le Maroc s'est beaucoup redressé et il y a plus d'espoir, mais cet espoir doit être vérifié et surtout confirmé avec les futurs gouvernants à travers ces élections. Puis, il y a un élément qui est technique. Corona a eu un impact également positif au développement de la digitalisation et de Internet. Et on l'a constaté à travers la campagne électorale, le rôle joué par les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne. Et vous devez savoir, ce sont les jeunes qui exploitent et utilisent massivement les réseaux sociaux. Absolument. Donc, je pense que ces jeunes avaient raison de s'inscrire, avaient raison de prendre part à ces scrutins et avaient raison d'espérer, et j'espère que cet espoir ne sera pas déçu par les futurs, par le futur gouvernement qui sera issu aujourd'hui
des urnes, surtout sur le plan national, à travers les élections législatives. Alors, sur le plan national, moi, je voudrais m'intéresser à présent sur le plan régional. Driss Aissaoui, taux de participation dans les provinces du Sud, un peu comme en 2016, hein, pour les législatives de 2016, autour de 60%. Quelle symbolique, hein, n'est-ce pas, de ce taux élevé de la participation au vote dans ces provinces du Sud, selon vous, Driss Aissaoui? Vous savez, les élections ont toujours été un phénomène sociologique. Les régions des provinces du Sud sont des régions qui sont fortement politisées. C'est des gens qui s'intéressent à la chose publique. Que l'on parle des jeunes ou des moins jeunes, c'est toujours la même chose. Alors, c'est vrai que leur taux est vraiment honorable par rapport au taux national, ce qui est extraordinaire, mais le reste, n'oublions pas les habitudes qu'ont les gens. Parce que les gens, au niveau de Dakhla, de Laayoune et des autres villes sahariennes, c'est des gens qui n'ont pas, si vous voulez, des occupations autres que celles de construire leur vécu de tous les jours et surtout de préparer au mieux l'avenir. Et l'avenir est en train de se faire au niveau de ces provinces. Et moi, je trouve que, véritablement, les citoyens marocains, qui soient dans les provinces sahariennes ou dans d'autres régions, ont dû regarder ce que le roi Mohamed VI a fait par rapport à la gestion de la pandémie, par rapport à la gestion de toutes ces choses qui pouvaient mettre à terre n'importe quel gouvernement. Il a pris des initiatives, il a créé des fonds pour justement soutenir les secteurs disons, productifs. Il a tout fait pour que le citoyen ne puisse pas sentir la difficulté disons, de la conjoncture et que finalement les gens du Sahara, c'est des gens qui sont fidèles et ils ont répondu de manière très fidèle à cet appel des partis politiques. Nous n'oublions pas aussi que dans ces régions, les partis politiques, et je ne vais pas citer les noms, il y en a un certain nombre qui sont excellents, qui sont bons et qui, disons, qui s'intéressent de très près à la vie de leurs citoyens. Très bien, Driss Aissaoui. Nous allons tout de suite nous rendre à Rabat. Nous établissons le contact avec notre envoyé spécial là-bas et on m'informe que cela devrait prendre un peu de temps. Mais avant, professeur Raj, donc la bonne tenue de ces élections démontre que le Maroc, bien sûr, poursuit son évolution dans le cadre d'une monarchie démocratique et réformiste, comme l'évoquait Driss Aissaoui à l'instant. Parlons de logistique. La logistique pour réussir ce pari historique de tenir ce triple scrutin. Ce n'est pas chose facile, puis les choses se sont passées de manière globalement normale. Donc finalement, ça appuie cet ancrage démocratique du Maroc, compte tenu bien sûr de toutes les circonstances, Covid inclus. Oui, vous avez raison. On a affaire à un État séculaire, un État millénaire qui fonctionne grâce à des institutions. Et déjà, personnellement, je rends hommage à l'État marocain d'avoir pris cette décision sage de maintenir l'échéancier des élections pour le renouvellement des institutions. C'est un point fort sur le plan politique. Deux, sur le plan de l'organisation. On a affaire à un État structuré, organisé, qui a mis le paquet à travers un budget spécial de 1,5 milliard de dirhams pour le financement, bien sûr, des 3 scrutins. 2, c'est d'affecter tout cet argent à l'organisation. Puis 3, à travers, bien sûr, cette organisation et cette logistique, on a affaire tout simplement à des scrutins qui sont déroulés le plus normalement du monde, avec un point positif, c'est que le taux de participation a augmenté nettement par rapport aux élections de l'année 2016. Puis 3, il faut avoir le courage d'organiser au même moment 3 scrutins qui sont complètement différents. Et enfin, cette organisation et cette logistique a été complétée par une campagne qui s'est déroulée, d'après mes observations, le plus normalement du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des insuffisances ou bien quelques dérapages, mais sans entacher
l'organisation de ces élections. Donc on est en train de gagner au niveau de cet aspect démocratique de l'État marocain qui est en train de gagner ce pari. Donc il faut avoir le courage d'organiser, malgré les conséquences de Corona, c'était un cas de force majeure. Personne n'aurait reproché quoi que ce soit à l'État marocain si on avait décidé quelque part de les reporter. Et pourtant, on a tenu à ce que l'échéancier soit respecté, à ce que les institutions soient renouvelées, à ce qu'un gouvernement arrive dans les semaines prochaines pour prendre en charge les politiques publiques de l'État, pour les régions avoir leur gouvernance et également pour les communes. Donc pour moi, c'est un fonctionnement normal. On est en train de capitaliser sur ce processus démocratique qui a déjà démarré dès 1976 ou la 1977. Donc un État fort, un État structuré, un État organisé. Il a déjà fait ses preuves à travers coronavirus, comment on a fait gagner ce pari à travers, bien sûr, le traitement médical, le traitement économique, le traitement social et maintenant la vaccination de presque 2/3 de Marocains. Et on est en train de renouveler cette fonction de l'État régalien à travers également l'organisation des élections et surtout 3 scrutins au même moment et au même temps. Je n'ai pas vu quelque part une attaque contre cette organisation. Donc on ne peut qu'être heureux et satisfait de la qualité à la fois de l'organisation mais également de la campagne électorale, malgré la présence de 31 partis politiques qui avaient bien sûr mené chacun sa propre campagne. Voilà un petit peu pour dire de cet État, et je suis fier d'appartenir à cet État marocain qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un État millénaire qui a 12 siècles d'histoire derrière lui, donc il ne peut que réussir dans ses tâches et dans sa vie politique et publique. Oui, alors Hamid Faridi, bon, alors on parle toujours de la tenue de ce scrutin. Bien sûr, nous scrutons également les résultats qui devraient être annoncés par le ministre de l'Intérieur dans l'heure qui suit. Mais avant, donc on parle de la tenue d'un triple scrutin, mais il y a aussi une autre chose qui est inédite, c'est le choix du jour. D'habitude, les scrutins au Maroc sont tenus des vendredis et aujourd'hui, nous sommes donc mercredi 8 septembre. Selon vous, est-ce anodin et sinon, pourquoi, selon vous? Moi, je ne dispose pas d'une réponse réelle à cette question. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce qui a été dit par M. Raj et par M. Yaissaoui, c'est que nous vivons quand même, nous sommes toujours dans le cadre de cette pandémie, nous sommes toujours dans le cadre d'un effort public, d'un effort de l'État qui est monstre pour la campagne de vaccination, pour l'installation de tout ce qu'il faut pour la vaccination. Personnellement, je m'étais posé la question, est-il judicieux de tenir des élections quand on sait que les agents d'autorité, les forces de l'État sont tous mobilisés pour faire réussir cette campagne de vaccination? Eh bien, finalement, plus le temps avançait, plus vous voyez qu'avec déjà le scrutin pour l'élection des chambres professionnelles, ça s'est bien passé, que c'était bien organisé, qu'on n'avait absolument pas besoin de commenter la manière dont c'était déroulé parce que c'était bien déroulé. Ce qui m'interpelle personnellement aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a un ministère de l'Intérieur qui a su faire montre de toute sa capacité à organiser, et de l'autre, des partis politiques, 4-5 partis qui étaient au rendez-vous, mais je pense que la majorité des partis, des autres partis, n'étaient pas vraiment préparés à réussir ce scrutin, alors qu'on connaît les dates du scrutin depuis très longtemps. Il y a eu un petit flottement, on se disait est-ce qu'il y aurait un report ou pas, mais finalement, mon sentiment personnel, c'est que globalement, très bonne organisation, très bonne préparation du ministère de l'Intérieur et de 4, 5, 6 grands partis, mais beaucoup d'autres partis étaient vraiment à la bourre et on le sentait dans le programme, dans la campagne, dans le propos des programmes, ces partis n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Très bien. Nous allons revenir au programme des partis, bien naturellement. Mais avant, toujours en ce qui concerne le scrutin, bon, du coup, je repose ma question à Driss Yaissaoui. Est-ce que le choix d'un mercredi au lieu du vendredi vous a-t-il interpellé? Il ne m'a pas interpellé tout simplement parce que nous avons un gouvernement, nous avons un roi qui a un agenda très particulier. Et de toutes les manières, le mois de septembre est une date charnière.
Parce qu'après ça, on devra rentrer au Parlement. Après le Parlement, bien sûr, il faudra constituer les groupes, plus les régions, plus les collectivités. Donc, on ne pouvait pas assujettir cette date à autre chose. Si on l'avait mis le vendredi, ça aurait créé un tourbillon. Aujourd'hui, je pense que le ministère de l'Intérieur, qui a travaillé de manière très méthodique, a pu préparer toutes les fiches, ils ont préparé tout cela, et l'argumentaire qui a été avancé au niveau de la justification de cette date, c'est celui que je viens de vous citer. Donc, ils ne pouvaient absolument pas se donner la possibilité de dire « Ah, on va faire ceci, le 8, c'est pas important, etc. » Le Maroc, le roi du Maroc, ne pouvait absolument pas prendre la décision d'ajourner ces élections. Il ne pouvait pas le faire parce que ça aurait eu des conséquences néfastes pour la société, pour l'organisation, pour tout ce qui va suivre par la suite. Nous n'oublions pas, le Maroc est un pays qui vit actuellement une phase de convalescence. Mais la phase de convalescence, elle demande à ce que le corps soit net, soit propre, et que ce corps puisse évoluer normalement dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est des gens qui doivent être prêts en 2022-2023 à véritablement faire le grand pas en avant, que ce soit au niveau des provinces du Sud, au niveau des grandes industries, tout ce qui, par exemple, on a à récupérer tout ce qui touche aux nouvelles technologies, aux nouvelles industries marocaines. Il y a du travail à faire. Donc, si vous laissez les gens occupés par des préoccupations, on va dire, électorales, vous n'aurez pas les résultats attendus. Très bien. Alors, une question, peut-être que je vous adresse à vous trois, messieurs. Est-ce qu'on a réussi à restreindre l'utilisation de l'argent à des fins électoralistes? Bien sûr, il y a eu certaines accusations aujourd'hui d'utilisation d'argent pour corrompre les électeurs. Est-ce que vous pensez que les choses ont changé depuis les précédentes élections qui se sont tenues au Maroc? Sidris Essaoui. Oui, alors la question de l'utilisation de l'argent dans le vote est devenue pratiquement une habitude ancrée chez certaines personnes. Même si vous ne voulez pas, c'est-à-dire on ne vous demande pas, les gens ont les moyens de le faire. Maintenant, si ces gens, si les candidats ont de l'argent, ils veulent le dépenser, et en principe, selon la loi électorale, ils sont obligés de présenter des comptes. Alors, s'ils présentent des comptes et ils n'ont pas de justificatif, ça c'est autre chose. Mais je sais que même pour ces élections-là, il y a eu quand même de l'utilisation d'argent ici et là, pas au même niveau que l'on connaissait auparavant, mais il y a eu de l'argent qui a encouragé des gens à aller faire leurs devoirs au niveau des urnes de vote. Donc, moi, ce n'est pas parce que je vous dis que je n'ai pas de problème. J'ai un problème, mais ce n'est pas la priorité tout de suite. Très bien. Et la priorité, c'est déjà le bon déroulement de ces élections, malgré ce contexte de Covid-19. Nous joignons notre envoyé spécial à la capitale Rabat et qui a suivi le déroulement de ces élections depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin à 8h. Elle a également assister à la fermeture des bureaux de vote à 19h. Bonsoir Soumia Drouri. Bonsoir Khadija. Donc, que pouvez-vous d'abord nous dire par rapport à la tenue de ces élections, par rapport à ce taux de participation très important, 50,18% au niveau national, du jamais vu, malgré, n'est-ce pas, les contraintes sanitaires. Et aussi, peut-être, si vous pouviez partager un peu avec nous les remontées des électeurs dans le bureau de vote, dans les bureaux de vote que vous avez visités aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc le chiffre du jour, c'est bien sûr celui du taux de participation
50,18%. Par rapport aux élections de 2016, c'est 7% de plus, on était à 43%, et en 2011, on était à 45%. Donc, ce sont 50,18%, c'est plus de 8 millions d'électeurs qui ont fait le déplacement pour exprimer leur voix. Et malgré la pandémie, un taux de participation très honorable, 50,18%. C'est aussi au niveau national. Au niveau régional, on a enregistré des records de participation, surtout dans les provinces du Sud, avec des chiffres, j'imagine que vous les avez, mais je vais les rappeler, avec 53,30 pour la région de Dakhla Ouad Dahab, 63,76 pour la région de Guelmim et 66,94% dans la région de l'Ayoun, Sakia Al-Hamra. Plus de 8 millions de votes exprimés, c'est 2 millions de plus qu'en 2016, soit quelques 31% de plus. C'est un indicateur très important pour la consolidation du processus démocratique au Maroc. C'est aussi, ce taux de participation donne une idée aussi de la prise de conscience politique chez les Marocains qui savent que leur voix compte et pour changer et que leur voix peut faire la différence. Et ils l'ont exprimé aujourd'hui. Et ils l'ont exprimé. Est-ce que ils vous l'ont exprimé? Est-ce que vous avez touché cela en peut-être échangeant avec les électeurs qui se sont rendus aux urnes aujourd'hui, Soumia Droré? Oui, écoutez Khadija, dès les premières heures, à l'ouverture des bureaux, moi j'ai senti que les électeurs qui ont fait le déplacement, il y en a qui ont fait la queue, qui étaient là avant l'ouverture des bureaux, et qui étaient là, qui sentaient que ce vote, que ce scrutin n'était pas un scrutin comme les autres, que c'était un scrutin décisif. Et comment ils l'ont exprimé, en tout cas, à travers les témoignages que j'ai recueillis, c'est qu'ils sentent et qu'ils voient tous les jours qu'il y a une véritable dynamique au Maroc, de véritables chantiers structurants et qu'il faut accompagner cette dynamique. Et que leur rôle à eux, c'était de faire le bon choix et de voter et de ne pas faire la politique de la chaise vide pour accompagner ce changement et pour accompagner le développement du Maroc, pour accompagner le nouveau modèle de développement. Donc, moi, je l'ai senti. J'ai fait quelques législatives, mais cette année, c'est particulier. C'est vrai que c'est 3 en 1, que c'est un scrutin pour les députés, les élus communaux et locaux, mais il y avait autre chose. Moi, j'ai senti se dégager ce sentiment que ce vote compte et que c'est un tournant et qu'il faut aider le Maroc sur la voie sur laquelle il s'est engagé. Et c'est aussi le rôle des citoyens. Il y avait des jeunes, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait un pic, il est vrai, de vote le matin. Et puis, comme toujours, ça, traditionnellement, vers les dernières heures avant la fermeture des votes. Il y avait aussi beaucoup de femmes. Moi, les 2 ou 3 bureaux de vote que j'ai couverts, le taux de participation, il y avait pratiquement une égalité ou à quelques points de différence entre les hommes et les femmes. Donc les femmes se sont déplacées nombreuses. Voilà. Sinon, Soumia, la pandémie, moi j'ai remarqué dans les bureaux de vote que j'ai couverts. Oui, Khadija. Très bien. Alors, juste parce que vous vous trouvez, n'est-ce pas, dans le QG du parti du RNI, du Rassemblement National des Indépendants. Alors, du RNI. Oui, est-ce que quelle est l'ambiance en attendant les résultats là-bas? Est-ce que c'est calme parce qu'on voit pas beaucoup de mouvements autour de vous? Comment cela se passe? Oui. Il y avait un petit peu d'effervescence en début de soirée, vers 20h, 21h, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des résultats ou au moins provisoires qui tombent. Cette effervescence et cet enthousiasme a un petit peu baissé parce qu'on a compris que les résultats ne seront annoncés que demain. Mais le premier secrétaire s'est exprimé dans un point de presse où il a surtout parlé du taux de participation, où il s'est félicité, il a félicité tous les Marocains, il a félicité tous ceux qui ont fait le déplacement et
il a promis de revenir avec plus de détails quand le ministre de l'Intérieur aura annoncé demain les résultats provisoires de ces législatives. Alors, forcément, le QG s'est un peu vidé et ici, il y a plus grand monde parce qu'on sait que pour ce soir, le chiffre le plus important, c'était le chiffre de participation nationale et celui de quelques régions, et notamment les taux records des provinces marocaines du Sud. Voilà, donc pour le moment, c'est calme au quartier général du RNI. Je suis sûre que demain, ça va être une nouvelle journée avec beaucoup d'effervescence ici et dans les autres quartiers. Et nous serons certainement là. Voilà. Nous serons certainement là demain pour commenter, Inch'Allah, les résultats. On attend le point de presse, bien sûr, du ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit. Encore une fois, merci beaucoup, Soumia Drouri. Alors, Hamid Faridi, vous parliez de certains partis qui n'ont pas réussi à mettre en place un programme à temps. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait eu un triple scrutin, eh bien, cela a mis un peu plus de pression sur les partis politiques pour trouver peut-être les bons candidats et couvrir l'ensemble du territoire et pourtant, il y a cet engouement politique, comme on l'évoquait, chez les jeunes, mais pas seulement du côté des électeurs, mais aussi des candidats, en sachant qu'il y a 20 candidats par siège en moyenne. Vous savez, on ne prend pas généralement conscience que nous sommes en train de vivre un moment grandiose, on le réalise petit à petit. Jamais, de par l'histoire du Maroc, nous n'avons vu autant de gens, autant de jeunes surtout, parler de l'implication, des résultats, de la participation, du fait que les voix des uns et des autres allaient faire la différence. Jamais auparavant, nous n'avions cette conviction, cette foi, que chaque voix allait compter. Cette fois-ci, on l'a senti chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les représentants des partis politiques de gauche et de droite, chez ceux qui se sont toujours sentis du côté de la participation ou des autres qui ont été du côté du boycott. Je crois que nous vivons un instant majeur en termes de crédibilisation du processus démocratique dans son ensemble. Vous avez posé la question tout à l'heure sur l'utilisation de l'argent. Oui, ça reste un des points faibles de notre démocratie, c'est qu'il y a encore, vu le pouvoir d'achat des gens, vu la situation économique, vu l'argent continue à peser sur un certain nombre d'électeurs par le fait d'un certain nombre de candidats. Mais même cela commence à être tellement pointé du doigt que je pense que dans les années à venir, ça deviendra absolument anormal, ça deviendra quelque chose de banni, quel que soit le candidat, la couleur ou la situation. Maintenant, j'aimerais bien revenir à aujourd'hui. J'ai vécu le matin à Casablanca avec des bureaux de vote qui étaient plus ou moins remplis, avec des gens qui venaient au compte-gouttes durant toute la matinée. Ça s'est étalé durant toute la matinée. Et l'après-midi, j'étais dans une commune rurale. Et là, j'ai pu constater, comme ça par hasard, la file d'attente, les gens qui attendaient, les gens qui voulaient voter, ensemble, en groupe, toute la famille était là et encadré par la gendarmerie royale, l'agent d'autorité pour l'organisation logistique. Mais les gens étaient là jusqu'à 18h, 18h15 où je suis passé. Les gens étaient toujours là en train d'attendre pour voter. Donc, quelque part, l'un dans l'autre, nous sommes en train de vivre un grand moment de la démocratie marocaine et je pense qu'il y aura un avant et après ces élections sur le plan de l'implication dans la vie politique. Je crois qu'on ne pourra plus simplement critiquer certaines choses, critiquer les élus, critiquer les gens politiques, exprimer des vœux, des souhaits par rapport à un certain nombre de choses, l'école, la santé. Je crois que de plus en plus de Marocains vont se sentir concernés par l'implication dans l'action politique. Et d'ailleurs, je n'ai pas manqué de le souligner sur ma plateforme de réseaux sociaux en disant cette année, un nombre incroyable d'amis, de collègues, de jeunes, de moins jeunes étaient candidats aux élections régionales, locales ou nationales. Et ceci en soi est une très grande nouvelle. Oui, donc vous avez évoqué le fait de vous rendre, n'est-ce pas, dans un bureau de vote dans une commune rurale, bien sûr un engouement aussi du côté urbain. C'est un triple scrutin qui s'est déroulé, il faut le dire, dans un climat empreint d'espoir et d'espérance dans ces élections, donc des élections
marquée par une diversité tant culturelle que générationnelle. C'est un récit de Souhail Jalil. Aux urnes citoyens. Dès 8h ce matin jusqu'à 19h, Marocains et Marocaines de différentes confessions et de tout horizon ont répondu présents à l'appel pour exercer leur droit de vote, honorer leurs devoirs citoyens et participer au développement de la pratique démocratique dans notre pays. Ici à Beni Mellal, notre caméra a suivi Ali Souissa, une citoyenne marocaine de confession juive qui affirme s'acquitter à chaque échéance de son devoir national. C'était bien passé, ou depuis l'âge de 18 ans, on attend ça. Ça s'est bien passé. Depuis que j'ai 18 ans, je vote à chaque échéance. Tout s'est bien passé dans le pur respect des mesures sanitaires. J'ai donné ma voix au candidat de mon choix et je souhaite longue vie à Sa Majesté, à la famille royale. Je souhaite également le succès et la paix à tous les Marocains. Saute d'y aller. Même son de cloche à Marrakech, ici météo oblige, beaucoup ont préféré se déplacer dès les premières heures vers les 2756 bureaux de vote mis en place. La caméra de Medi 1 TV a accompagné une célébrité de la ville ocre, chef Moha, dans le bureau de sa circonscription. J'ai remis 2 feuillets, l'un pour les élections communales et législatives. Ne me demandez pas pour qui j'ai voté car je veux que cela demeure confidentiel. J'espère que tous les Marocains s'acquittent de leur devoir national pour qu'on puisse ensemble édifier le Maroc de demain. De Tanger à la Guira, les élections communales, régionales et législatives se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Dans une ambiance empreinte de civisme et d'un sens élevé de responsabilité, les électeurs ont répondu au devoir national pour contribuer à l'édification du Maroc de demain sur la base du nouveau modèle de développement. Oui, et je me dirige vers vous, Driss Aissaoui, peut-être aussi par rapport à ce triple scrutin. Nous y revenons bien sûr. Est-ce que vous pensez que ces partis politiques, toujours pour rester dans la préparation, la question que je posais tout à l'heure à Hamid Faridi, est-ce que vous pensez qu'il y avait beaucoup de pression sur les partis politiques? Vous savez, les partis politiques, depuis un moment, déjà, il y a ceux qui étaient au gouvernement, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui n'étaient pas satisfaits de leur remplacement, etc. Mais depuis pratiquement 5 ans, les partis politiques travaillent. Alors, ceux qui ont les moyens de travailler dans des cellules, on va dire de quartier, etc., ils l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas ont utilisé ce que vous avez appelé la communication digitale, qui est aujourd'hui facilite énormément le contact entre le citoyen et le parti politique. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des techniques, il y a des moyens de mesurer la notoriété de tel ou tel parti politique à travers ce qui circule dans les réseaux sociaux. Et ils en sont conscients, ils le suivent, ils prennent des décisions en fonction de ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Mais, très sincèrement, je reviens à l'idée que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que Tassé Faridi l'a dit, nous sommes dans une opération sociologique. Elle a un lien indéfectible avec les habitudes, avec la manière de vivre et de faire les choses. Le Maroc est un pays qui bouge, un pays qui est en grande dynamique, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le Maroc est un pays qui est en grande dynamique sur le plan de l'investissement, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la consommation, etc. Mais pour qu'on soit dans cette logique-là, il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on ait les moyens de dire oui, aujourd'hui on est bien, demain on sera mieux, etc. etc. Donc, je ne pense pas que les élections puissent surseoir à cette logique-là et qui reste, vous savez, quand vous parlez à des professionnels de la politique, ils vous disent, écoutez, vous parlez de communication digitale, nous, on est des professionnels, nous connaissons le terrain, on sait comment faire plier les choses, on a des postes à prendre, on les prendra, etc. Donc, il y a un débat, il y a encore un débat pour faire évoluer cette mentalité et faire en sorte que véritablement les Marocains soient ceux que l'on souhaite voir devant nous, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes.
Oui, puisqu'on parle d'avenir, professeur Mohamed Raj, vous êtes constamment en contact, bien sûr, avec la jeunesse, avec les étudiants, de par, bien sûr, votre fonction. Est-ce que vous pensez que ces élections-là, tout à l'heure on parlait d'un tournant, Hamid Falidi évoquait ce terme à juste titre, un tournant dans la vie démocratique du Maroc, et aussi un tournant dans l'avenir de cette jeunesse. Rappelons bien sûr que sur les primo-votants, eh bien, les jeunes sont largement majoritaires. Alors, professeur Raj, est-ce que vous pensez que ça remonte le moral à ces jeunes, le fait qu'il y ait ces élections avec des partis qui ont préparé des programmes qui leur sont destinés? Oui, ça remonte le moral. Ça a déjà commencé avec le traitement de coronavirus, parce que le Maroc a bien réussi l'opération du traitement de corona. L'État, grâce à un ensemble de décisions majeures, a réussi à vraiment maîtriser la pandémie malgré tous les aléas. Sur le plan économique, on est en train de reprendre et la reprise commence à s'annoncer et les résultats sont là. 3, cette jeunesse partant de ce constat que l'État, lorsqu'il le veut, il peut. Cet État a bien réussi cette opération. Pourquoi ne pas réussir la deuxième opération qui intéresse directement ces jeunes, essentiellement à travers l'emploi? Donc, c'est pour ça que vous avez fait attention à travers les programmes des différents partis politiques, le leitmotiv ou bien la revendication ou bien la proposition numéro 1 qui a été proposée par tous les partis sans exception, c'est l'emploi. Certains partis même sont allés plus loin en annonçant des chiffres. Et j'avais même constaté personnellement qu'il y avait même des surenchères. Certains proposaient 1 million de postes en 5 ans. Oui. D'autres proposent jusqu'à 2 millions de postes de travail pendant 5 ans. Absolument. L'essentiel, que maintenant ces jeunes, en tant qu'acteurs directs dans la vie politique et la vie publique, et à travers leurs réseaux sociaux, et là je rejoins c'est le Biritaoui qui m'a précédé, et ils sont en avance sur nous, les vieillards. Les jeunes, à travers les réseaux sociaux, ils en savent quelque chose et ils peuvent utiliser, ils peuvent exercer des influences. Donc le futur gouvernement qui sera issu des différents scrutins d'aujourd'hui, et je parle bien sûr des élections législatives spécialement, serait surveillé, serait bien sûr observé par ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme propositions pour les concrétiser à travers les politiques publiques. Il faut bien sûr que le chef de gouvernement, bien le futur chef de gouvernement, soit nommé par Sa Majesté pour proposer sa formation et proposer son gouvernement et proposer bien sûr son programme. Et personnellement, le premier réflexe que je vais avoir, c'est tout simplement d'aller lire les passages qui traitent de la partie de l'économie, essentiellement la reprise économique, les créations des postes de travail, l'économie solidaire et enfin la justice sociale. Parce que ce sont des éléments qui ont influencé la plupart des électeurs, bien sûr qui ont pris le chemin des urnes en toute conscience. C'est un problème majeur, mais il aura des solutions. Ça dépend de la bonne volonté, à la fois bien sûr des futurs gouvernants, bien sûr je parle au niveau du gouvernement, mais également de la future opposition, mais également la société civile. Et cette société civile est dominée maintenant par ces jeunes qui arrivent à exercer des influences et surtout à maîtriser l'outil de la digitalisation. Personnellement, tous les espoirs sont permis. Oui. Et qui remportera ce scrutin donc ce soir? On attend toujours le point de presse du ministre de l'Intérieur. Le seul chiffre dont nous disposons
pour le moment, c'est celui du taux de participation, 50,18%, du jamais vu depuis les élections de 2002 où ce taux est avoisiné les 52%. En tout cas, un autre chiffre, celui des observateurs qui ont bien sûr et qui sont chargés de superviser et d'assurer le bon déroulement de ces élections. Ils étaient donc près de 5000. Alors nous avons rencontré certains de ces observateurs dans différents bureaux de vote. C'est un reportage de Soumia Drouri sur un récit de Ala Bnani. Regardez. Depuis l'ouverture des bureaux ce matin, ils veillent au grain. Un vaste réseau d'observateurs a été déployé ce mercredi dans les bureaux de vote à travers tout le territoire pour superviser du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'au dépouillement final des bulletins, le déroulement de ces élections générales. Leur mission, garantir la transparence de ces élections législatives, communales et régionales. Nous venons dans le cadre dans une délégation d'observateurs qui viennent donc pour suivre les élections marocaines, surtout que ce sont des élections très importantes vu que ce sont des élections législatives, régionales et communales en même temps. Donc nous avons jusqu'à maintenant fait plusieurs bureaux de vote, nous n'avons pas remarqué d'irrégularités. Sur le fond, on n'a pas remarqué par exemple de circulation d'argent ou de corruption, nous n'avons pas remarqué des choses qui peuvent tâcher, on va dire, le scrutin. Jusqu'à maintenant, tout se passe très très bien et nous allons continuer notre mission jusqu'à la fin de la journée. Ces observateurs ont reçu l'aval de la commission spéciale d'accréditation des observateurs des élections. Près de 70 observateurs étrangers représentant quelques 14 ONG et 2 parlements de pays tiers sont aussi présents au Maroc pour effectuer l'observation neutre et indépendante de ces élections. C'est ma première mission, j'ai jamais fait ça, donc c'est très intéressant. On est honoré de pouvoir voir le cheminement un peu du protocole des Marocains. Donc on est ravis d'être là et on vient vraiment pour observer. Il y a un très beau taux de participation, je trouve, pour un matin. C'est pas mal comme taux de participation. Le protocole sanitaire est très souvent respecté. Ensuite, voilà, il y a des petites choses qu'on a relevées, parce qu'on va faire un petit compte-rendu pour le CNDH, ce qui est normal. Puis après, juste les observations qu'on a un peu relevées dans les différents bureaux de vote. Le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, est doté constitutionnellement du rôle de suivi des opérations électorales, avec les 44 ONG nationales accréditées pour cet événement politique majeur. Concernant la sélection des observateurs, le CNDH a exigé des associations accréditées de désigner des personnes impartiales et d'informer la commission d'accréditation en cas de non-respect des dispositions de neutralité. À ce propos, les observateurs doivent s'abstenir de toute activité qui pourrait être considérée comme un parti pris en faveur d'un candidat et de se garder de perturber l'ordre public à l'intérieur des bureaux de vote. À l'issue de ce scrutin, un rapport rassemblant l'ensemble des conclusions des observateurs sera remis au CNDH. Ce dernier élaborera à son tour ses remarques sur le déroulement des campagnes électorales et l'opération de vote. Il présentera ensuite ses recommandations pour les prochaines élections. Un très beau sujet que l'on vient de suivre, et peut-être un commentaire de nos invités ce soir avant d'enchaîner avec d'autres thématiques par rapport à ces observateurs, notamment internationaux, même binationaux. Peut-être Hamid Faridi, un commentaire sur ce que l'on vient de suivre. Je crois que nous sommes tous fiers en tant que Marocains de la manière avec laquelle, la modernité, la précision, la transparence avec laquelle on organise ces élections. Nous sommes fiers parce qu'on se dit d'autres pays amis, ou proches, ou voisins, ou du même niveau que le Maroc, n'arrivent toujours pas à organiser des élections sans qu'il y ait des problèmes logistiques, de transparence, de corruption, de toute nature. Là, quand on parle d'observateurs étrangers, évidemment que je suis très sensible à l'idée qu'il reste des points à améliorer. Les points d'amélioration pour notre pays concernent quand même la participation des Marocains du monde. J'espère et je pense que ce sera un sujet majeur dans ce que nous ferons dans les années à venir. Dès demain, il va falloir commencer à préparer la participation des Marocains du monde pour les prochaines élections. Également, tout à l'heure, je parlais de la différence qu'il y a aujourd'hui clairement entre
grands partis structurés qui ont anticipé les choses et les autres partis qui ont encore un peu du mal à faire une véritable proposition politique, notamment aux jeunes, quand on parle d'emploi, au lieu de succomber à la surenchère, plutôt avoir de véritables chiffres, de véritables données, de véritables idées. Je crois que ces élections vont permettre à tout un chacun de revenir dans les fondamentaux d'un parti politique, d'avoir de la matière grise, des intellectuels, des gens qui réfléchissent, des gens qui proposent des idées, qui contribuent à fabriquer un programme. On ne peut pas se contenter de ce que nous avons vécu les 10 dernières années, ou de cette course des partis politiques vers les notables dans les régions et dans les localités pour pouvoir remplir des listes et gagner des sièges. Je crois que l'enjeu est de plus en plus réel pour les partis politiques de séduire les jeunes, de les impliquer, de leur donner la possibilité de grandir dans les arcades du parti et de représenter ce parti et ses couleurs, et en même temps d'attirer dès aujourd'hui les intellectuels, ceux qui sont capables de réfléchir, de faire dans la proposition concrète pour l'emploi, pour la santé, pour l'école publique, pour le logement, pour la gestion des villes. On ne peut plus aujourd'hui. Vous savez, j'ai remarqué que vous avez posé une question, qui va être le grand gagnant? Le grand gagnant, c'est le parti qui a su séduire des candidats intéressants, porteurs de véritables projets dans leur région, leur localité et au niveau national. Et puis ces partis-là, qui ont pu, dès le départ, investir de temps, ardeur, travail pour être présents dans toutes les régions et couvrir le territoire national avec le maximum de listes possibles. C'est déjà là les premiers prémices, les premiers indices sur les partis qui seront gagnants à l'issue de ces élections et qu'on verra demain s'afficher au grand jour. Oui, qu'on attend et on attend toujours, je le rappelle, le point de presse du ministre de l'Intérieur avec les annonces. Nous ne connaissons pas encore les annonces qui seront divulguées par Abdouafil Ftit ce soir. Alors, Hamid Falidi, vous évoquez les enjeux. Moi, je vous propose à présent de revenir sur les enjeux, les principaux enjeux de ces élections du 8 septembre. Élections, bien sûr, inédite, historique. C'est un sujet signé Nouha Bazir et nous reviendrons bien sûr à la discussion juste après. Plus qu'inédite, au Maroc, les élections générales 2021 sont d'une importance sans précédent. Ce scrutin décisif promet de multiples enjeux et défis dont le plus important consiste en la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Une feuille de route initiée par le roi Mohamed VI et qui est aujourd'hui la référence de tous les partis concourant aux élections. Le nouveau modèle marocain de développement vise l'accélération de la croissance économique annuelle. Afin de parvenir à des objectifs économiques avancés, le pays se doit de former la coalition gouvernementale qui saura mettre en œuvre cette vision. Cette triple échéance électorale a donc une importance cruciale. Quel parti et ou quelle coalition gouvernementale fera la différence? Jamais une campagne électorale marocaine n'avait été aussi digitale. Les réseaux sociaux ont en effet permis à la plupart des candidats de faire connaître leur programme. Avec près de 18 millions de citoyens inscrits, soit 2 millions de plus que lors du dernier scrutin, ces élections ont montré l'intérêt des Marocains pour ces élections inédites. Les électeurs sont appelés à renouveler les 395 membres de la Chambre des représentants. Sur ce total, 305 sièges sont à pourvoir dans 92 circonscriptions, de 2 à 6 sièges attribués en fonction de leur population. S'ajoutent 90 sièges pourvus dans une unique circonscription nationale, remplacés cette année par la création de circonscriptions régionales. De leur côté, les élections communales et régionales contribuent au renforcement de la régionalisation avancée. Un chantier stratégique que le Maroc veut faire aboutir grâce à l'implication des représentants des conseils élus dans la gestion des 12 régions marocaines. Les échéances électorales permettront ainsi l'émergence de conseils en lien direct avec les attentes et les aspirations du peuple. Les conseils régionaux tiennent une place centrale dans le processus du développement régional et de la gestion décentralisée prônée par le gouvernement. Depuis la ratification de la Constitution de 2011, une série de dispositions renforce le rôle des différentes collectivités. Régions, préfectures, provinces et communes sont toutes désormais dotées de tous les moyens juridiques et matériels leur permettant de renforcer le développement local.
Lors de ces élections générales, les scrutins régionaux et communaux sont sollicités pour surmonter le challenge du développement, particulièrement au regard des attributions qui leur sont dévolues dans la Constitution, ainsi que dans le sillage du nouveau modèle de développement. Ces élections générales permettront ainsi de choisir les représentants qui concrétiseront ces objectifs. Les Marocains ont donc pour mission d'élire les personnes qui sauront retranscrire cette nouvelle stratégie de développement. Création de richesses et d'emplois, accroissement des compétences, inclusion et consolidation du lien social, le nouveau modèle de développement définit les ambitions du Maroc. Oui, alors il s'agit de retranscrire, d'asseoir, de mettre en place ou en œuvre ces recommandations de la commission spéciale pour le modèle de développement, ou sur le modèle de développement, ce nouveau modèle de développement. Driss Issaoui, où finit le NMD, le nouveau modèle de développement, et où commence le programme de chaque parti politique? En fait, disons, le nouveau modèle de développement est une réflexion globale. Il a été mené par une équipe, on l'a remarqué, qui est pluridisciplinaire, etc. Alors la réflexion qui a été menée, c'est pour dire ce que nous avions auparavant n'était pas suffisant. On a fait un effort, mais il nous reste encore des efforts à faire. Je pense que l'appel a été entendu. Les partis politiques ont tous participé, que ce soit à travers les auditions, à travers la remise de rapports, même au niveau régional, c'est la même chose. Et le rapport qui a été rédigé est un rapport très intéressant parce qu'il permet de sortir justement de cette difficulté de dire c'est tel ou tel disons acteur. Non, on dit aujourd'hui que le Maroc a opté pour un nouveau modèle de développement qui ouvre de grandes perspectives. Dans quel sens? Dans le sens de la valorisation de l'être humain, du citoyen marocain. Et quand on parle de ça, il faut le réinvestir dans le cadre de l'acte économique. De l'acte économique, c'est-à-dire que quand on prend une décision, on regarde tout de suite ce qui a été fait ou ce qui se fait au niveau régional, au niveau économique. Et ça, c'est très, très intéressant. Et c'est important à surveiller. Oui, très bien, acte économique. Je retiens cela et je me dirige vers notre professeur Mohamed Darraj par rapport toujours à cette question du nouveau modèle de développement et du programme de chaque parti, parce qu'il est clair que on ne peut pas avoir un seul et même programme pour tous les partis politiques selon bien sûr leurs orientations, soient-elles historiques ou idéologiques ou autres, mais en tout cas comment marier les deux et où se termine, où commence finalement la mission du parti politique par rapport à ces recommandations du nouveau modèle de développement. Personnellement, je ne vois aucun problème pour une raison simple. Le modèle ou bien le nouveau modèle de développement affiche en toute sincérité le choix libéral. Et tous les partis politiques, même ceux qui s'estiment ou qui se considèrent de gauche, ont adhéré à ce choix libéral. Donc cette feuille de route, à travers un ensemble de choix stratégiques, décliné également en actions stratégiques, malgré quelques observations, malgré les insuffisances qu'on peut déceler quelque part, mais tout le monde s'accorde à dire que le choix stratégique choisi par le Maroc est un choix d'économie libérale, mais en ajoutant un deuxième adjectif, solidaire. Donc les partis politiques, je me permets de vous interrompre, professeur Raj, parce qu'il y a certains partis politiques, il y a un parti politique qui, certes, a formulé des mesures
dite libérale, et comme vous dites libérale ou socio-libérale, mais qui reproche à notre parti politique, notamment en l'occurrence le RNI, ça c'est l'Istiqlal qui reproche au RNI, eh bien d'être ultra-libéral ou d'avoir un libéralisme quand même assez accentué. Est-ce que vous pensez que cela devrait accompagner, ou en tout cas peut-être même revoir les priorités des partis politiques pour épouser un peu cette vision du nouveau modèle de développement? Je ne pense pas que le RNI va prendre un choix ultra-libéral. Ce choix, même sur le plan idéologique et politique, a fait 100 ans. Et le coronavirus a réorienté un ensemble de choix, et entre autres le choix du Maroc. Avoir l'intervention de l'État marocain avec toute sa puissance pour prendre en charge la société marocaine avec toutes ses facettes, à la fois sur le plan de la santé, sur le plan social. Est-ce que vous avez vu un jour l'État marocain reconnaître que vous avez 25 millions de Marocains qui sont sans ressources? Et il décide, à travers un fonds spécial, qui a été financé par des contributions des entreprises, mais également des particuliers, pour venir en aide sous forme d'un transfert d'argent aux ménages qui étaient dans le besoin. Est-ce que vous avez un jour l'État marocain intervenir massivement à travers des milliards de crédits garantis par l'État, essentiellement par la Banque du Maroc, pour venir en aide aux entreprises qui étaient en difficulté ou bien en détresse? Donc on avait affaire à un État social, à un État économique, à un État solidaire, et je ne pense pas... Oui, mais cela émane, professeur Raj, cela a émané de la plus haute autorité du pays. C'est le souverain, finalement, qui a engagé ces mesures et qui a finalement... on va le dire, sauver les meubles par rapport aux impacts très très difficiles qu'a eu la Covid-19 sur l'économie et bien sûr sur le citoyen marocain. Donc c'est là en fait finalement ma question. En se basant sur ces chantiers, il y a bien sûr ce chantier royal aussi de la généralisation de la couverture sociale, sa mise en place. Donc finalement le rôle de ces partis politiques, de ce prochain gouvernement, où se situe-t-il par rapport déjà aux chantiers qui ont été lancés par le souverain, par rapport aux recommandations du nouveau modèle de développement, mais aussi par rapport à l'identité même du parti politique? Oui, moi je retrouve ça à travers le texte proposé par la fameuse commission spéciale, où cette commission accorde un intérêt particulier à l'État et au rôle de l'État. Je trouve que l'État marocain sera amené à respecter un ensemble de choix. Maintenant, ces choix stratégiques, et comme on le sait, c'est de la compétence de Sa Majesté, les gouvernements ont bien sûr un pouvoir, mais à travers la mise en place des politiques publiques pour mettre en place ces choix stratégiques. Sa Majesté avait décidé de la couverture sociale généralisée. Donc, le futur gouvernement sera amené à continuer le travail de l'actuel gouvernement jusqu'à 2025. Je prends maintenant le nouveau modèle de développement. Il est proposé pour une période de 15 ans. Le prochain gouvernement sera amené à nous proposer quelles seraient les politiques publiques à mener d'ici 2025. Donc, le futur gouvernement, quelles que soient les composantes, et d'ailleurs ils sont tous des libéraux, même le parti de l'Istiqlal, c'est un parti qui est issu de la bourgeoisie nationale, qui est traditionnaliste, qui est de tendance libérale. La même chose pour le PAM, la même chose également pour le RNI. Donc, ces partis politiques... Vous n'évoquez pas le PJD, on a reproché justement. Est-ce que vous pensez que les attentes finalement, après 2 mandats du Parti de la Lampe, est-ce que vous pensez que les attentes sont aujourd'hui différentes et que finalement, il y a des attentes purement économiques
qui n'ont pas trouvé réponse auprès du PJD et qu'aujourd'hui, finalement, même ce parti-là a changé de discours. On change de discours idéologique. Si vous regardez un peu le programme du PJD, quelques 300 mesures proposées, mais les mesures phares qui ont été mises en avant sont purement économiques, ou en tout cas l'essentiel est purement économique. Donc on voit carrément un changement du discours politique de ce parti qui a, rappelons-le, enchaîné 2 mandats consécutifs. Donc finalement, c'est la chose économique qui est importante aux yeux et de la population, mais aussi du parti politique. Parce que vous avez évoqué tous les partis sauf celui-là, histoire de, bien sûr, rester dans un cadre juste et équitable, professeur Lach. Donc, la reprise des différents partis politiques, des éléments du modèle de développement, il n'y a que la prose qui change. Ce sont les mêmes éléments qui sont repris. Maintenant, pour les 5 prochaines années, quelles seraient les priorités? Donc, c'est au futur gouvernement, à travers ses composantes politiques, de nous dire quelles seraient les priorités, quels seraient les éléments de ce modèle à mettre en place d'ici 2025. Parce qu'il y aurait encore 2030, mais également 2035. Donc, le futur gouvernement, à travers les politiques publiques qui seraient proposées à travers son programme, puis à travers les politiques sectorielles, puis à travers les budgets de l'année, serait amené à faire des choix. Et des choix, mais également en termes de priorité. Et la priorité des priorités, c'est l'emploi. Il y a une reprise économique, maintenant il faut la consolider et la faire avancer pour créer plus de richesses, pour créer plus de postes de travail. Le fait d'annoncer 1 million, bien 2 millions, voire même 10 millions, ce n'est pas une question de chiffres. Quelles seraient les modalités et les moyens pour atteindre ces objectifs? Quand on sait qu'un point du PIB actuellement ne crée que 13 000 postes de travail. Donc, pour l'année 2022, je serais tout content de voir le futur gouvernement nous dire quel serait le nombre de postes de travail à créer en 2022. Quel serait le taux de PIB ou bien de croissance économique, quand on sait que toutes les organisations nationales et internationales ne donnent pas plus de 3,4% et mettent même un maximum de 4 points du PIB. Donc, par voie de conséquence, les choix stratégiques, c'est de la compétence de Sa Majesté. L'essentiel de ces choix ont été repris dans le cadre du texte du modèle de développement, sauf que ce modèle de développement concerne une période de 15 ans. Et bien sûr, les éléments contenus dans ce modèle, c'est au gouvernement, à travers les politiques publiques, de les mettre en place. Donc on va les juger en 2025 sur leur réalisation, mais également sur leurs échecs et en cas de besoin, les sanctionner. Donc, tout ce qui est économique, pour moi, c'est la priorité des priorités parce qu'on n'est pas encore sorti du tunnel qui a été bien sûr créé par coronavirus. Dieu merci, on a bien résisté, on est en train de reprendre. Il faut rendre hommage à l'actuel gouvernement qui a pu régler beaucoup de problèmes et avancer dans le dossier économique. Maintenant, c'est au futur gouvernement de continuer le travail, mais cette fois-ci, en implémentant bien sûr les éléments contenus et en fixant quelles seraient les priorités, puis leur échéancier d'exécution, parce qu'on a le modèle de développement. On a la réforme fiscale qui a été déjà adoptée par le Parlement actuel. Oui. On a bien sûr la réforme de l'administration et sa digitalisation. Et n'oubliez pas également que le Maroc a signé des accords avec l'État d'Israël. Si pour le moment, on a réglé le problème pour la partie diplomatique et les échanges d'ambassadeurs, mais la future étape, c'est comment concrétiser les accords signés entre les deux gouvernements. Parce qu'il y a un aspect économique très important. Donc, par voie de conséquence, le PJD serait malheureux si jamais il serait quelque part dans le futur gouvernement lorsqu'on aura abordé la question des accords économiques, financiers et commerciaux signés avec l'État d'Israël, quand on sait qu'ils ont une attitude qui n'est pas du tout, j'oserais pas dire positive. Si pour le RNI, Hizb Istiqlal, voire même, bien sûr, le PAM, il n'y aurait aucune crise de conscience
ou bien d'état d'âme, on serait amené, bien sûr, à mettre en place ces différents volets. Et l'essentiel de ces volets sont des volets économiques. Donc, par voie de conséquence, le modèle est là, c'est une feuille de route. Alors, pour rester dans l'économie, merci professeur Lage. Je m'adresse à Driss Essaoui, vous êtes analyste politique mais aussi économique. Et par rapport à cette question des programmes des partis politiques, est-ce que vous pensez que ces programmes-là répondent aux attentes aujourd'hui des citoyens? Bien sûr, on retrouve beaucoup d'éléments du nouveau modèle de développement dans ces programmes des partis politiques. Mais est-ce que vous pensez que ces programmes-là répondent davantage aux attentes des citoyens? Et si oui, qu'en est-il de la faisabilité? Professeur Lage évoquait justement cette question de comment atteindre ces centaines de milliers, voire millions d'emplois promis pour une échéance qui touche à sa fin dans 5 ans. Alors, qu'est-ce que, selon vous, ces programmes électoraux offrent finalement aux citoyens marocains? Vous savez, les programmes électoraux sont généralement des exercices intellectuels. Disons un conciliabule qui se réunit pour dire comment on va pouvoir aborder les choses, etc. Il y a eu d'autres partis. Il y a eu par exemple le RNI qui très très tôt avait demandé à ses cadres d'écrire des papiers de fond sur la question de la jeunesse, sur la question de la santé, sur la sécurité. Donc tout ça, ils l'ont utilisé dans le cadre de ce qu'ils appellent, disons, la voie, la voie vers le développement. C'est un livre qui existe et qui fixe un certain nombre de priorités. Et le problème, moi je me rappelle, après l'avoir lu, c'est que c'est un programme. Ce n'est pas une plateforme idéologique, c'est une approche de responsables gouvernementaux par rapport à ce qui se présente devant eux. Donc, aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui ont essayé de tergiverser, parce qu'il y a eu d'autres partis, par exemple le parti de l'Istiqlal avait réuni depuis un moment quelques compétences importantes nationales, et ils ont mené des réflexions. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en train d'élaborer un programme électoral, vous vous dites que pour avoir le maximum de personnes, disons qu'on va créer tant de postes d'emploi. Ça, c'est extrêmement difficile à dire. Personne ne peut s'engager sur ça. D'autant plus qu'en fin de compte, ces partis politiques ne sont pas sanctionnés. Sincèrement, il faut vous dire la vérité. Ces partis politiques ne sont pas sanctionnés et c'est des gens qui ont pu justement venir participer, etc. Et demain, ce sont les mêmes personnes que vous allez retrouver au niveau du Parlement, au niveau des régions et au niveau des collectivités territoriales. Donc, tant qu'on n'a pas ce tranchant qui permet à chaque fois de dire « vous avez failli à votre mission », personne, c'est-à-dire l'acte électoral lui-même, n'aura plus la valeur que l'on lui donne aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau modèle de développement, rapidement, Driss Essaoui, est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau modèle de développement, eh bien, on devra rendre des comptes? C'est-à-dire que s'il y a un gouvernement qui est en place, il devra rendre des comptes par rapport à son bilan, soit-il annuel ou à la fin de mandat. Cela est-il également valable pour les députés? Parce qu'ils ont leur rôle à jouer, soit-il de la coalition gouvernementale ou de l'opposition. Est-ce que finalement, on ne doit pas imposer aujourd'hui, dorénavant, sur la base des recommandations de cette commission spéciale sur le modèle de développement, eh bien, à des stress tests ou même à des bilans qui soient de vrais bilans, pas que juste des bilans oraux, mais que des comptes soient rendus? Oui, c'est-à-dire, il y a un principe en sciences politiques marocaines, celui de la reddition des comptes. On ne peut pas venir demain vous donner un poste d'emploi ou une grande responsabilité et on ne vous demande aucun compte. Ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui au Maroc, disons, un pays qui est en train de se prendre en main, de se ressaisir et de regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Alors, si vous voulez faire, il faut que tout le monde puisse y participer, à commencer par les élus. Parce que pourquoi? Les élus, c'est les représentants de la nation. On ne peut pas les évacuer comme ça
et dire qu'il n'y a rien à faire. Non. Au contraire, les élus doivent être en situation de répondre de leurs actes, de donner des bilans de ce qu'ils ont fait pour le mandat qu'ils ont passé au niveau de la structure dans laquelle ils étaient élus, et surtout proposer des choses intéressantes, des choses qui vont faire évoluer les choses dans le bon sens. Merci beaucoup, Drissa Issaoui. Alors justement, pour faire évoluer les choses, je vous propose à présent, chers téléspectateurs, de revenir sur les prérogatives des élus de chaque instance représentative. Parce que, on ne le rappellera jamais assez, c'est inédit, c'est historique. 3 scrutins se tiennent en même temps, se sont tenus plutôt, aujourd'hui, les communales, les régionales, mais aussi et surtout les législatives. C'est un sujet de Myriam Khamlichi. Des élections législatives, régionales et communales, une première au Maroc. En vertu de ces élections, les membres de la Chambre des représentants sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Cette Chambre des représentants se compose de 395 membres. 305 membres sont élus au titre des circonscriptions électorales locales et 90 membres sont élus au titre des circonscriptions électorales régionales. La loi organique réserve exclusivement les premières et deuxièmes positions dans chaque liste de candidature aux femmes. La Constitution de juillet 2011 a conféré une place centrale au Parlement car elle a élargi ses compétences et ses prérogatives de législation, de contrôle de l'action gouvernementale, de diplomatie parlementaire et d'évaluation des politiques publiques. En ce qui concerne les régions, elles disposent d'une autonomie étendue. Selon la Constitution, les régions sont des collectivités locales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En tout, le royaume comprend 12 régions et 75 provinces. Leur mission, contribuer au développement économique, social et culturel de la collectivité régionale en collaboration avec l'État et les dites collectivités. Les affaires de la région sont librement gérées par un conseil démocratique élu pour une durée de 6 ans, conformément à la législation en vigueur. Pour leur part, les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs affaires sont gérées par un conseil élu pour une durée de 6 ans. En tout, il y a 1600 communes dans le royaume. Chacune d'elles doit participer à la mise en œuvre de la politique générale de l'État, tout en élaborant des politiques territoriales à travers ses représentants à la Chambre des conseillers. Hamid Faridi, que signifie finalement plus d'indépendance financière des collectivités territoriales ? Indépendance financière ou autre ? Oui, bien sûr. Si vous souhaitez, tout à l'heure, vous avez posé une très bonne question sur tout ce qui est en jeu aujourd'hui réellement lors de ces élections. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas oublier un aspect fondamental qui est celui de la crédibilité du Maroc à l'international. Le Maroc change de ton, change d'approche, revoit sa diplomatie. Nous avons des enjeux majeurs et à la tête de nos enjeux, il y a l'enjeu de l'intégrité territoriale. Et tenir des élections en temps et en heure, les réussir dans la fluidité la plus absolue, par le témoignage même des observateurs internationaux, avoir des partis qui entrent dans une véritable dynamique de compétition c'est tout cela qui fait que le discours du Maroc à l'international sera encore plus écouté, que son plan de régionalisation avancé sera encore mieux accepté et que l'intégrité territoriale ne soit plus remise en question par qui que ce soit. Maintenant, je reviens à la question des moyens financiers pour les collectivités locales. Je veux juste souligner que nos communes ont déjà beaucoup d'argent. Par rapport à ce que nous voyons sur le terrain comme réalisation, parfois on est choqué par le décalage qu'il y a entre, d'un côté, les moyens financiers pour une petite commune rurale. Ce matin encore, j'avais le chiffre d'une petite commune qui était pratiquement 200 millions de dirhams.
une commune où il n'y a rien, il n'y a ni service de ramassage d'ordures, et les projets de cette commune sont restés extrêmement petits par rapport à ces moyens, alors que ces moyens nouveaux qui sont le fruit de nouveaux projets immobiliers dans le balnéaire, dans le touristique, dans la région, etc., ça a ramené des moyens en plus de ce que l'État donne. Donc moi je pense que le problème du Maroc n'est pas un problème de moyens, n'est pas un problème de finances. C'est pour cela que j'en parle souvent par rapport à la santé publique. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique et d'organisation, de technicité, d'expertise que les partis politiques, que le gouvernement met en œuvre pour réussir ces différents challenges. Que ce soit, vous savez, combien d'argent nous avons dépensé pour le nouveau modèle de l'école marocaine, combien d'argent nous mettons chaque année en plus pour l'hôpital public, et nous avons toujours les mêmes mots. Le citoyen souffre des mêmes mots par rapport à la santé et à l'école publique. Donc du coup, finalement, c'est une question, je me permets de vous interrompre si vous le permettez, Hamid Faridi. Finalement, ce n'est pas une question de ressources financières plus qu'elle l'est de ressources humaines. Mais comment remédier à cela? Remédier à cela, c'est par la démocratie. Et je pense, c'est pour cela que je suis assez content ce soir de ce que je suis en train de vivre et de partager avec vous. Il y a manifestement, aujourd'hui, certains partis politiques vont réaliser de bons scores, d'autres partis vont être renvoyés à leur structure interne pour réfléchir pourquoi ont-ils perdu. Pourquoi n'ont-ils pas su séduire des compétences capables de préparer les élections mieux que cela? Pourquoi est-ce que des partis qui étaient jadis des partis qui jouaient les grands rôles des 3-4 premiers partis vont aujourd'hui se retrouver à la 7e, 8e, 10e place et où sont passées leurs compétences et leurs matières grises? Je pense que ce serait illusoire de discuter de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement en l'état actuel d'indigence intellectuelle des partis politiques. Je pense qu'un gouvernement, quelle que soit la bonne volonté de tout le monde, ne peut être un gouvernement efficace et réussi si les partis continuent à être désertés par les compétences et par la matière grise. Je pense qu'à la fin, aujourd'hui, ces élections qui ont finalement montré que le vote sanction existe bien au Maroc, et je pense que les premiers éléments que je reçois ici et là montrent que le vote sanction existe, ça va nous mener demain vers des partis politiques qui vont comprendre qu'ils ne joueront plus les premiers rôles parce qu'ils ont des slogans ou parce que leur chef est charismatique ou qu'il est éternel, mais parce qu'ils auront des représentants au niveau local, le communal, régional, au niveau national, des représentants d'une certaine qualité. Et c'est cela qui sera l'avenir de la politique au Maroc. Très bien. Professeur Raj, et je vous reviens, Hamid Faridi, par rapport à cette question des communes et par rapport à aux différentes disparités qu'il y a entre les communes, notamment rurales et urbaines. Professeur Raj, on a essayé tous les partis politiques au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps du changement est là, selon vous? Oui, on n'a pas le choix. Actuellement, le monde change, le monde évolue. On se dirige de plus en plus vers la généralisation de la digitalisation, l'économie du savoir. Prenez l'exemple des vaccins. Qu'est-ce qu'ils dégagent comme bénéfices et profits pour les grands laboratoires sur le plan mondial? On a constaté, grâce à coronavirus, que l'économie mondiale est en train d'évoluer, mais de changer. On a des métiers qui vont mourir et d'autres métiers nouveaux qui vont apparaître. Par voie de conséquence, on doit s'adapter. J'en parlais tout à l'heure des jeunes. Essayez de voir maintenant comment les jeunes s'adaptent au monde de la technologie, au monde de l'Internet et au monde des réseaux sociaux. Partout dans le monde, pas uniquement au Maroc. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que, professeur, peut-être qu'on s'est mal compris. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, le Marocain, il a quand même vu toutes les formations politiques défiler et finalement, les choses n'ont pas réellement évolué dans le sens que souhaite le citoyen, en l'occurrence, de vivre dignement, d'avoir accès à des services publics de bonne qualité et j'en passe. Donc finalement, aujourd'hui, après avoir passé finalement en revue les différents partis politiques, aujourd'hui, le Marocain veut le changement. Oui. Au-delà du digital.
On parle vraiment de Qu'il partis s'agisse politiques aujourd'hui. Qu'il s'agisse de ces partis, de ces syndicats, mais surtout de la société civile. À commencer par moi-même, lorsque je m'adresse à une commune pour un service, je suis exigeant au niveau de la qualité du service, en tant que droit élémentaire. La qualité du service est là, dans tous les services publics sans exception. Tout à l'heure, j'avais fait une remarque au moment où j'ai accompli mon devoir national de vote. J'ai voté dans un lycée dans la région de Casablanca. Il était sale et crasseux. Et j'avais fait une petite remarque au directeur, au responsable du bureau, pourquoi il n'avait pas pris la peine de s'occuper de cette partie. Il n'y avait que de la crasse dans un lycée public. Donc, je reprends. Les Marocains sont de plus en plus exigeants. Ils sont de plus en plus revendicatifs. Je n'oserais pas parler des mouvements sociaux qui sont déroulés au Maroc à travers le mouvement de 20 février. Puis après, les mouvements différents, bref, le RIF ou là ailleurs. Les gens osent maintenant parler. Et si vous faites attention, de plus en plus, la population s'adresse directement à Sa Majesté pour intervenir. Je pense qu'il est temps que le gouvernement, que les régions, les communes s'acquittent de leurs devoirs pour lesquels ils ont été élus. Et en cas de besoin, les sanctionner. Et là, il faut introduire une culture politique de la sanction. Il faut sanctionner les instances qui n'ont pas joué le jeu. Oui, professeur Alage. Et finalement... Oui, et finalement, cette reddition des comptes ne devrait plus rester dans le slogan, mais passer à l'étape de son application. Et même, est-ce que vous pensez que, par exemple, un élu local pourrait être sanctionné alors qu'il est en fonction? Pourquoi pas? Il y a des lois, il y a des tribunaux. Pourquoi pas? Rien que pour les voitures des communes appartenant aux communes avec J, j'ai vu des dénonciations à travers les réseaux sociaux avec les numéros matricules, comme quoi la voiture en question a été prise en flagrant délit à minuit quelque part, ou bien un jour de week-end, un dimanche. Donc de plus en plus, les Marocains osent demander des comptes. Mais cette fois-ci, il faut aller de l'avant pour l'institutionnaliser. J'ai déjà vu lors du scrutin d'aujourd'hui que certains parlent de sanctions, que le PJD doit être sanctionné et que le futur gouvernement, quels que soient les partis qui vont le composer, doivent savoir dès maintenant qu'il serait évalué et en cas de besoin, les sanctionner en 2025. Donc, la culture de la restitution des comptes, la culture de la responsabilisation et la culture de la sanction, il faut cette fois-ci les introduire d'une façon systématique dans notre culture politique. À ce moment-là, tous les espoirs seraient permis. Si je prends, rien que je vais revenir à mon péché original, la fiscalité, lorsque on était fait assises fiscales en 2019, presque 99% des intervenants étaient critiques vis-à-vis du système, également vis-à-vis de l'État marocain. Maintenant, il y a un nouveau texte qui a été adopté par le Parlement et le futur gouvernement sera amené à nous proposer quelles seraient les composantes de cette réforme. Mais attention, en tenant compte à la fois de la justice sociale et de l'équité fiscale, à la fois pour assurer de l'argent à l'État pour financer ses dépenses publiques, mais également pour permettre à l'impôt de venir en aide ou là d'encourager l'investissement. Donc cette culture de restitution des comptes, elle est à l'ordre du jour. Et de plus en plus, allez-y. Oui, je voudrais juste m'arrêter sur l'équité sociale et peut-être même transposer ce concept d'équité sur l'équité territoriale. Hamid Faridi, aujourd'hui, quel est le rôle
finalement des élus communaux pour atteindre. Est-ce que vous pensez déjà que les partis politiques diffèrent selon leurs programmes respectifs par rapport à comment adresser les besoins des communes rurales, comment également établir une équité ou un projet d'équité territoriale entre l'urbain et le rural. Je voudrais juste citer peut-être un chiffre proposé par un des partis politiques, en l'occurrence le RNI. 400 000 ménages ruraux devraient passer à la classe moyenne à l'horizon 2026. Est-ce que vous pensez que d'abord c'est réalisable et que ce genre de promesse électorale est également reflété dans d'autres programmes de partis politiques qui ne sont pas classiquement orientés vers le monde rural, comme l'est par exemple celui du MP? Vous savez, le monde rural, je le dis souvent, le monde rural est à la fois la chance et le problème du Maroc. La chance du Maroc parce que la ruralité, certains pays rêveraient d'en avoir et ils n'en ont pas. La ruralité au Maroc représente une grande partie de la société marocaine, de l'économie marocaine, de la force vive de la nation. Mais en même temps, c'est le problème du Maroc parce qu'on n'arrive pas à l'adresser, on n'arrive pas même à se projeter en projet et en chiffrage. Et tous les partis qui sont essayés à cela sont confrontés d'abord par la qualité de la représentation politique dans le rural, notamment au niveau communal. Les communes rurales, quand on parle de chiffres parfois qui posent problème en termes d'analphabétisme des élus et autres, c'est très souvent dans le monde rural. Et donc, tout ce qu'on peut poser comme projet, comme ambition pour le monde rural, est confronté parfois par déjà les interlocuteurs qui seront à même de le mettre en œuvre en termes de projets, de routes, de désenclavement, d'électrification, de disponibilité de l'eau potable, de déserts médicaux. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un véritable problème à régler, notamment au niveau des partis politiques, par la qualité des interlocuteurs qui sont aux commandes au niveau des conseils communaux et en même temps par rapport à ces relais, ces courroies de transmission qu'on doit pouvoir trouver et qui doivent pouvoir être les régions du Maroc pour mettre en œuvre un programme ou une ambition et trouver les moyens. Vous savez, il y a tout qui est disponible. Il y a des caisses de financement, il y a des mécanismes de financement pour s'occuper justement de la fragilité de certaines communes rurales. Il y a les élus, il y a la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il faut un quatrième intervenant qui soit une courroie de transmission entre tous ces gens, de manière à ce que le petit président de commune d'une commune rurale qui ose, avec son conseil communal, poser un projet pour des choses urgentes comme la route ou l'eau ou autre, ne puisse pas attendre des années que le dossier puisse transiter par toutes les administrations pour le mettre en œuvre. Il faut qu'on change de manière de faire. Tout ce qui est urgent dans la dignité des Marocains doit être traité de manière urgente et que le côté administratif, qui est généralement assez pointilleux, puisse être modifié, amendé pour pouvoir donner vie à ces projets. Vous savez, il y a des milliers de projets pour toutes les régions du Maroc et très souvent, très peu de projets voient le jour. Parfois, il faut l'initiative royale ou les instructions royales pour qu'une région passe de l'état de lenteur ou de cessation d'activité à une région où les routes se tracent, l'éclairage public. Mais est-ce que finalement, c'est pas une question de désynchronisation, vous le disiez, juste pour peut-être qu'on aille davantage sur ce point intéressant et très important, cette désynchronisation entre l'élu local et le gouvernement. Et parfois même, cet élu local est issu d'un parti politique qui compose cette coalition gouvernementale. Vous savez, les partis politiques et le gouvernement ne sont que très peu présents dans l'avancement des collectivités rurales. Parce que c'est d'abord des hommes et des femmes qui s'occupent de gérer la chose rurale, la chose de la commune. Ils ont un budget, ils ont un ordonnateur, ils ont quelques moyens administratifs pour agir. Et malheureusement, à moins de disposer de parlementaires qui parfois oublient leur rôle législatif et s'occupent d'appeler les différentes administrations pour insister
pour que des poteaux électriques puissent voir le jour, pour qu'un hôpital public puisse avoir les ressources humaines. Vous savez, on a construit beaucoup durant les 10 dernières années au Maroc. On a construit des écoles, des stades de foot, des centres sportifs de proximité, on a construit des hôpitaux, et puis on a oublié les ressources humaines, on a oublié les postes budgétaires. Les postes budgétaires n'ont pas suivi l'ambition en termes de construction. Et vous savez, il n'y a pas plus dramatique qu'un hôpital dans une région, ou un dispensaire de santé qui ne dispose que de très peu ou de pas du tout de ressources humaines et qui reste fermé. Je connais des maisons de culture fermées parce qu'il n'y a jamais eu de poste budgétaire, ni d'employés, ni de fonctionnaires pour les faire tourner. Je connais des maisons de jeunes fermées, je connais des dispensaires de santé, je connais des dispensaires de santé qui ont fermé, qui fonctionnaient, mais qui, au départ à la retraite des fonctionnaires, des médecins et des infirmiers majors et autres, le dispensaire a fermé ou a restreint ses ouvertures pour la vaccination, pour des choses comme ça. Non, il y a manifestement besoin aujourd'hui, et ceci n'est pas de la com politique, c'est vraiment un besoin impérieux de mettre en place des mécanismes pour que le monde rural soit avantagé dans les prises de décision rapides, pour qu'il y ait cette équité dont vous parliez et pour qu'il y ait quand même cet espoir pour la jeunesse. Vous savez, quand on envoie des pateras ou des bateaux, des embarcations de fortune aller mourir sur les plages étrangères aux Marocaines, très souvent, on se dit c'est des jeunes Marocains, mais très souvent ces jeunes Marocains viennent du monde rural parce que c'est là où l'espoir ne se fait pas beaucoup voir. Donc oui, j'espère et j'appelle de mes voeux qu'avec ces changements de gouvernement, que une certaine manière de faire va changer également pour que tout le poids soit donné au monde rural. C'est ce qui fait justement l'importance cruciale de ce scrutin, de ce triple scrutin. Et d'ailleurs, pas toutes les circonscriptions ne se valent, puisqu'il y a certaines qui sont plus convoitées que d'autres. Un tour d'horizon des circonscriptions les plus convoitées, où justement se présentent les leaders politiques comme des personnalités de la société civile. C'est un sujet de Mariam Khamlichi. Circonscription de la mort, circonscription sous haute tension. On parle de Rabat-Océan, Casablanca-Anfa, Tsaroudant, Agadir et Larache. Ces circonscriptions qui sortent du lot où tout se joue, c'est pourquoi leurs sièges sont prisés, des sièges qui font toute la différence le jour J. Elles se distinguent par les profils des candidats qui s'y présentent, des personnalités parfois de même calibre. Leur candidature se déroule sous les projecteurs des médias, des électeurs ainsi que des observateurs des élections. Ces circonscriptions se distinguent aussi par le nombre de leurs sièges, souvent très réduits, et deviennent alors la balle de match que se disputent les partis. Et la confrontation est musclée en raison du calibre des candidats. Certes, la bataille est rude, mais aussi risquée. Car pour les chefs de parti qui se présentent, quelle que soit leur notoriété, ne pas arriver en tête de sa circonscription constitue, selon certains analystes, un désaveu de leur offre politique. Dans la circonscription de Rabat-Océan, 4 sièges se jouent. La lutte pour leur obtention est acharnée. Et oui, 2 chefs de parti s'y opposent. Il s'agit de Saad-Din Al-Othmani, le secrétaire général du PJD, et de Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS. Mis à part ces 2 chefs de parti, d'autres personnalités se présentent dans cette circonscription comme Mehdi Ben Saïd, le candidat du PAM, Abdelilah Idrissi, le candidat istiqlalien, ainsi que le candidat de l'USFP, Badr Tnachri Wazani. À cette liste s'ajoute Mariam Ben Khouya, la candidate de la FGD. Autre circonscription de la mort, Casablanca-Anfa, dans laquelle se jouent également 4 sièges. Bassim Mahkaoui, l'ancienne ministre et membre du secrétariat général du PJD, s'y présente. Également en lice, Saïd Nasseri, le candidat du PAM, et Brahim Rajdi de l'USFP. De son côté, l'Istiqlal mise sur l'homme d'affaires Hassan Berkani. Quant à la FGD, elle mise sur Mustafa Chnaoui. À cette liste s'ajoute l'actuel président du conseil de l'arrondissement d'Anfa, Mohamed Chbek, qui se présente avec le RNI. La circonscription de Larache compte aussi
4 sièges. Le secrétaire général du parti de l'Istiqlal, Nizar Baraka, s'y présente. Il s'oppose à Saïd Khairoun, ex-député et proche conseiller de Saad-Din Al-Othmani, et à Mohamed Simo, candidat du RNI. Autre candidat dans cette circonscription, Abdelaziz Wadki de l'UC, ainsi Kemal Boukir et Mohamed Hammani, tous deux candidats du PAM. La tension électorale est également élevée dans la région de Tsaroudant, plus particulièrement dans la circonscription de Tsaroudant Nord, où se présente le secrétaire général du PAM, Abdellatif Wahbi. Il fait face au chef de file de la jeunesse du RNI, Hassan Saadi, ainsi que le candidat du PJD, Ousliman Mohamed Aitbla, et celui de l'Istiqlal, Abdelaziz Behja. Autre circonscription sous haute tension, Agadir, où se présente Aziz Arnouch, le président du RNI. Le président du parti de la Colombe tente non seulement d'arracher la mairie d'Agadir à ses rivaux, mais aussi de faire élire plus de députés pour tenir sa promesse de porter sa formation politique à la présidence du gouvernement. Il a pour concurrent Mohamed Benfqi du PJD. Et puis, il y a Marrakech, une circonscription que se dispute Mohamed Larbi Belqaïd, le maire sortant de la ville et représentant du PJD. S'ajoute à ce nom celui de Fatem Zahra Mansouri, l'ex-maire de la ville et candidate du PAM. Également dans la course de cette circonscription, Abdelaziz Driouch, candidat de l'Istiqlal, et Khalid Fetsoui qui se présente avec l'USFP. Selon, en tout cas, certains résultats, mais on attend toujours le point de presse du ministre de l'Intérieur, toujours rien. Mais certains commencent à avancer, puisqu'on regardait à l'instant ce reportage par rapport aux circonscriptions de la mort. Il y a aussi certaines surprises dans des villes comme Tanger, où il y avait une majorité qui était remportée jadis par le parti de la Lampe. Eh bien, les choses auraient changé. Rien d'officiel pour le moment. Alors, ne parlons pas pronostic, parlons peut-être de ce changement qui pourrait s'opérer dans les grandes métropoles. On parlait avec vous, Hamid Faridi, avant le reportage des communes rurales, mais parlons des grandes métropoles. Pensez-vous que ces élections-là vont changer la donne et vont changer les visages et les partis politiques qui, il y a encore quelques années ou même quelques jours, étaient encore prédominants dans certaines métropoles, dans celles où je me trouve actuellement, Tanger. Hamid Faridi. Oui, je pense. Je pense que pour dire les choses plus clairement que vous, parce que c'est un peu mon rôle aussi, le PJD qui dirigeait un certain nombre de villes va devoir céder la place à d'autres formations politiques. Je pense que dans Casablanca, par exemple, il y a eu manifestement les premiers éléments qu'on reçoit montrent qu'il y a la victoire plutôt annoncée d'autres formations comme le RNI, comme le PAM, autant au niveau de certaines communes qu'au niveau de la région du Grand Casablanca-Stade ou pour les sièges législatifs. Oui, pour répondre à votre question, je pense que ces élections verront un changement majeur dans la composition des conseils qui dirigent les grandes villes. Professeur Lage, est-ce que vous pensez que le quotient électoral a joué en faveur de ces changements-là? Oui, parce que maintenant, comme le quotient électoral est basé sur la liste des inscrits, tant qu'on va procéder à la répartition des sièges en fonction de ce quotient et bien sûr avec le grand reste. Il y aurait un risque de voir certains partis dont on a voulu s'en débarrasser ou bien les sanctionner, récupérer quelques postes de siège avec les restes. Donc le quotient national, actuellement, va émietter la scène politique, où tout le monde serait représenté, mais avec un nombre complètement différent d'une formation à une autre. Voilà un petit peu pour le quotient national. Donc il va jouer en faveur des partis qui avaient travaillé durement durant cette campagne en investissant massivement toutes les circonscriptions, et d'autres partis qui peuvent avoir une moindre influence,
risque d'être repêché à travers le fameux grand reste. Est-ce que vous pensez que cela risque Est-ce que vous pensez que cela risque même d'affecter peut-être la formation du prochain gouvernement? Il y a un risque d'émiettement. Donc il y aurait un risque d'émiettement de la scène politique. C'est voulu parce que le système politique marocain n'admet pas, en termes de légitimité, qu'un parti tout seul vient concurrencer la légitimité royale. Donc le système politique est fait de telle sorte que la légitimité soit répartie sur un ensemble de partis. Sur le multipartisme. Et ce quotient national va permettre probablement une représentation de l'ensemble des partis. Est-ce qu'il n'est pas temps justement que ces partis soient représentés parce qu'ils ont des idées, ils ont été bien sûr élus démocratiquement et ils pourraient aussi porter leurs idées un peu davantage, contrairement aux partis classiques, aux grands partis que l'on connaît. Oui, à la condition de jouer le jeu. Ça veut dire qu'ils ne seraient pas appelés à mener une vie gouvernementale parce que ce seraient les grands partis qui seraient en mesure de former le futur gouvernement. Oui. Le reste aurait une mission davantage au niveau je parle sur le plan national, niveau du Parlement, pour animer les débats, pour animer les discussions, Absolument. Pour faire des propositions, pourquoi pas. On a vu parfois au niveau de certaines formations parlementaires dans les années 70-80, un parlementaire ou bien deux parlementaires, ou bien trois parlementaires mener la vie dure au gouvernement qui était en place. C'est-à-dire une Donc oui, c'est un plus. Ça permet de faire participer tout le monde à la vie publique parlementaire, mais à la condition de jouer le jeu. Très bien. À travers les propositions et les participations. Hamid Faridi, bon, en attendant toujours bien sûr les résultats et ce point de presse que tout le monde scrute ici dans nos rédactions, mais aussi un peu partout au Maroc, mais ailleurs, puisque beaucoup de médias étrangers ont suivi et suivent à l'heure où je vous parle l'évolution de ces élections du 8 septembre, de ce triple scrutin. Alors, du coup, on va la jouer pronostic avec vous, Hamid Faridi. Sous quelle forme se dessine ce prochain gouvernement selon vous? D'abord, vous avez parlé des médias étrangers, oui, je viens de voir le partage de l'ambassade américaine qui félicite le Maroc et qui en profite pour rappeler que la fraternité entre le Maroc et les États-Unis date de plus de deux siècles. Tout ceci pour vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, ces élections ont un impact majeur sur la diplomatie et la place du Maroc dans le monde. Pour des pronostics, je ne suis pas très bon dans ça, mais je vois des chiffres ici et là, et je commence à croire que le PAM et le RNI seront appelés à jouer des rôles majeurs. L'Istiqlal, j'attends avec impatience les chiffres du monde rural, parce que l'Istiqlal, il y a des scores souvent plus intéressants. Donc ce trio, l'Istiqlal, PAM et RNI, sera appelé à former, je pense, le prochain gouvernement et à diriger nombreuses villes de taille. Et je voudrais juste terminer parce que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur par rapport à la représentativité féminine. Est-ce qu'on verra plus de femmes ministres dans le prochain gouvernement? Selon vous, messieurs, pour terminer, on a quelques minutes. Je pense que oui. Je pense qu'il y aura plus de femmes ministres. Je pense qu'il y aura plus de femmes ministres à des postes clés. Je pense que le professeur ne dira pas le contraire. Il acquiesce et sourit. Bien sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, on réalise que les femmes occupent des places de plus en plus importantes dans tous les domaines d'activité et que les femmes ont joué un rôle. Vous vous rappelez, quand il y a quelques législatives les premières listes avec des femmes et autres, l'État a obligé les partis à avoir plus de femmes au Parlement. Aujourd'hui, les femmes ont joué un rôle majeur dans les campagnes, qu'elles soient nationales, locales ou régionales. Les femmes sauront trouver des places plus importantes au niveau du gouvernement et pas seulement au niveau de la présidence de région. Je pense qu'on aura une ou deux femmes en présidence de région et au niveau de la présidence de certains conseils communaux. Et qui ne seront pas peut-être cantonnés à des postes ou à des portefeuilles qui sont liés à la femme. Elles peuvent aussi, n'est-ce pas,
prendre des responsabilités, je m'adresse à professeur Raj, prendre peut-être des responsabilités autres que celles qui sont liées à la famille et à la femme. Oui, donc professeur Raj, je disais que ces femmes-là seront appelées à occuper des postes autres, ou ne seront pas cantonnées dans des postes qui sont réservés à la femme, ou en tout cas traditionnellement, en l'occurrence la femme et la famille. Pour terminer, professeur Raj. Bon, visiblement, il ne m'entend pas. Ouais, donc... voilà, donc le temps de cette émission est malheureusement terminé sans que nous puissions avoir les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que notre couverture sur Médien TV et Médien TV Afrique se poursuit. Bien sûr, je remercie mes deux invités qui nous ont accompagnés. Sidris Issaoui qui a dû nous quitter et à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Hamid Faridi, Mohamed Raj, professeur Raj, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir enrichi cette discussion ce soir après ce scrutin inédit. Et bien sûr, mes remerciements vont aux équipes de Médien TV des différents départements qui travaillent acharnement depuis quelques mois sur la couverture de ce scrutin électoral. À la rédaction en chef de cette émission, Nzha Al-Mghari et Mahjoub Rouane, à sa réalisation, Nabil Ghrardi et Mounir Houda. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, l'info revient dans quelques minutes sur notre antenne. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour J+1 de ce scrutin électoral. Merci à tous.